Bonjour, bienvenue à Artop et à notre émission C'est quoi le problème? Aujourd'hui, nous allons parler de la Nouvelle-Calédonie, de la situation en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai le plaisir d'accueillir le président du mouvement Kanak en France, monsieur Daniel Ouéa, bonjour. Bonjour. Et son secrétaire, monsieur Yabé Lapachas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour parler de la situation donc en Nouvelle-Calédonie. Mais avant de vous laisser la parole, je vais commencer, comme d'habitude, par mon billet d'humeur. Et alors, ce billet d'humeur est adressé aux 351 députés qui ont adopté dans la nuit du 14 au 15 mai 2024 un projet de loi modifiant le corps électoral en Nouvelle-Calédonie pour les élections au Congrès et aux assemblées de province. 13 morts. 13 morts, mesdames et messieurs, les 351 députés de la Macronie, de la droite et de l'extrême droite. Oui, 13 morts à ce jour. Et combien encore à venir par votre faute? Par votre faute. Et celle encore de notre président. Car vous saviez que ce projet de loi rencontrerait une forte opposition des indépendantistes. Vous saviez qu'il profiterait aux défenseurs d'une Nouvelle-Calédonie française, son rapporteur étant, bizarrement, Nicolas Mesdorf, député de Lille et anti-indépendantiste notoire. Et oui, pour vous, le gel du corps électoral décidé en 2007 est devenu antidémocratique. Il prive près de 20% de Français du droit de vote. C'est inacceptable. Alors, vous avez voté, bien sûr, ce projet de loi, puisque les Kanaks persistent dans leur refus de demeurer minoritaires chez eux. Force en revient à la loi. Résultat, 13 morts, des centaines de blessés et 7 militants indépendantistes déférés, déportés, incarcérés aux quatre coins de la métropole. À qui la faute? À notre président, encore et toujours, et à vous, députés de la Macronie, de la droite et de l'extrême droite, qui avez adopté de manière collégiale, un projet de loi qui lamentablement sera suspendu un mois plus tard. Un mois trop tard. Le mal est fait. Et le masque tombé pour ces 351 députés qui, en votant ce projet de loi, ont dit, avec le président, si la France reconnaît aux Kanaks toute leur place dans le destin de la Nouvelle-Calédonie, elle ne peut être que française. Et son nickel aussi. Si la France reconnaît son passé colonial et le sort inacceptable infligé aux Kanaks, son avenir doit rester français. Et son nickel aussi. Face aux ingérences de la Chine, du Venezuela, de l'Azerbaïdjan, la France est la seule à pouvoir sauvegarder la démocratie en Nouvelle-Calédonie. Et son nickel aussi. Voilà une autre matière. Pour situer un peu le contexte de la situation aujourd'hui avec ce blocage sur l'île, ce blocage de la population face à ce projet de loi, qui bien sûr a été suspendu, mais qui reste toujours latent. Donc, avant de commencer, avant de pouvoir bien apprécier la situation aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez, si vous le voulez, de nous rappeler le contexte historique concernant la Nouvelle-Calédonie. Alors, déjà, la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, comme nous l'appelons nous les indépendantistes, est aux antipodes de la France. Donc, pour les téléspectateurs et téléspectatrices, c'est de l'autre côté de la Terre, c'est à plus de 16 000 km, c'est en Océanie. On n'a aucune frontière naturelle avec l'Europe à l'origine. Les Européens sont arrivés, les Occidentaux, au XVIIIe siècle, avec le corsaire James Cook, le 24 septembre 1774, exactement. Et un peu moins d'un siècle plus tard, le contre-amiral Février des Pointes a pris possession de la Grande Terre et de ses dépendances, donc les îles Loyauté, le 24 septembre 1853, au nom de l'empereur Napoléon III, puisque à l'époque c'est Napoléon III qui dirigeait l'Empire et la France. Ils ont fait venir des colons, installer ensuite une colonie pénitentiaire, le bagne, parce que il fallait trouver une solution au fait que même les matons mouraient au bagne de Guyane. Donc en remplacement de celui de Guyane, ils ont ouvert le bagne en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, dans la fin des années 1860. Et un peu moins de 20 ans plus tard, en 1880-81, un ingénieur français du nom de Jules Garnier s'est rendu compte que toute la surface de la Grande Terre était composée d'une particulière
terre riche en nickel. Et d'ailleurs, il a donné son nom au nickel et à la terre que nous extrayons depuis, la garnierite, le nickel de Kanaki de Nouvelle-Calédonie. Donc l'exploitation du nickel a commencé à partir de 1880-1881. Donc la France, elle a installé une colonie de peuplement, puis une colonie pénitentiaire, et enfin une colonie d'exploitation. Comme le disait Jean-Marie Tjibaou, le leader du Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, notre défunt leader, nos vieux, ils ont connu l'Occident avec les 3 M. D'abord les marchands, James Cook, tous les autres. Ensuite les missionnaires, les protestants anglophones et les catholiques français. Et enfin les militaires. Ça, c'est le modus operandi de l'Occident pour nous. D'accord. Il y a déjà une volonté dès le départ des Kanakis de se libérer de la tutelle française? Bien sûr, parce que il y a eu très tôt des révoltes à la suite de la prise de possession notamment. À Ouvanu, ils sont arrivés par le nord-est à Balade et James Cook et l'amiral Février Despentes lorsqu'il a pris possession. Et un peu moins de en 1853, donc c'était en 1868 à Ouvanu, il y a eu une grande révolte des guerriers et des chefs là-haut contre justement l'installation de la colonie, le fait aussi que, comme toute colonie, ils volent les terres, ils veulent tuer le peuple indigène, ils veulent les remplacer carrément, parce que la colonie de peuplement, c'est le grand remplacement. Il faut aussi que l'Occident s'en souvienne. Et donc, ils ont guillotiné 10 de leurs guerriers. Et un peu 10 ans, c'était 10 ans plus tard, il y a eu la grande révolte du chef Ataï en 1878, qui a défrayé la chronique, qui a fait peur aussi à la colonie et à l'administration coloniale, et qui a été aussi réprimé dans le sang, et dont lui aussi on a coupé sa tête et celle de son sorcier, qui dormait ici au musée de l'Homme, et qui a pu retourner en 2014, c'était en 2014 qui a pu retourner en Kanaki, et dont on a fait un mausolée qui a été en plus saccagé. C'était le mois dernier. Ouais. C'était le mois dernier. Il faut dire que on sait pas. Il faut dire que la révolte, la prise de conscience de nos vieux a été pris s'est enclenché trop tôt. Très tôt depuis la prise de position. D'ailleurs, il y avait la souligné, mais la révolte a été portée par les grands chefs. Ce qui est important de souligner aujourd'hui, la lutte elle est portée par au niveau politique, par des responsables politiques, mais avant ça a été pris par nos grands chefs. Et d'ailleurs, il y a eu Ouvanou, ces vieux guerriers qui ont été guillotinés. Il y a eu la politique aussi de déportation qui a débuté aussi depuis la prise de position, où par exemple le grand chef Aman qui a été déporté à Wadi Seputuna, d'autres pasteurs, d'autres grands chefs aussi ont été déportés dans les îles voisines, soit Vanuatu, ou à Ouvea, ou à l'île des Pins, justement de les déraciner de leur milieu de vie, déshumaniser un peu l'humanité de ces grands chefs qui défendaient leur lien à la terre, leur lien à la mer, dans l'espace de laquelle ils sont attachés. Leur culture. Leur culture. Et du coup, ça, cette politique de déportation que l'on vit aujourd'hui avec nos prisonniers politiques, pour nous qui sommes le peuple autochtone, elle nous rappelle justement cette colonisation. Et il y avait, je l'avais souligné tout à l'heure, mais on a oublié de dire aussi, il y a aussi la mise en place de ce qu'on appelait le code de l'indigénat, où on mettait le kanak de couleur noire dans des réserves, ou des endroits où ils peuvent pas cultiver leur igname, leur manioc, ils peuvent ni planter et on donne leur terre à des colons et des bétails pour donc il y a cette décolonialiste, la politique coloniale, c'est aussi une politique qui déshumanise
l'être humain, l'humanité des peuples autochtones. Et cela, on le voit aujourd'hui. Il y a un écho avec ce qu'on vit aujourd'hui, parce que voilà, on parle un peu de l'histoire, mais l'histoire, nous, on le vit. Et par exemple, les tribus aujourd'hui qui sont coupés du monde, qui sont enfermés, qui n'ont pas le droit à l'électricité, l'eau, qui n'ont pas le droit de sortir. S'ils sortent de leur tribu, il faut une grande identité, donc ça, c'est le code de l'indigénat, c'est l'indigénat qui refait surface aujourd'hui en 2024. Dans le pays à Saint-Louis. Ouais, avec le blocus des forces militaires et forces d'occupation, les gendarmes et tout ça. Parce que, comme le dit le président, c'est un retour au régime discriminatoire et ségrégationniste dans la forme, même si dans le fond c'est légalisé par la Ve République et que ça fait partie du régime des lois antiterroristes qui sont appliquées comme ça a été appliqué ici aussi et comme ça a été appliqué aussi par le passé. Mais dans notre mémoire, c'est un retour de l'indigénat. Et pour en revenir au contexte d'aujourd'hui, en quoi ce projet de loi, pour que le spectateur puisse bien comprendre, en quoi ce projet de loi est dangereux pour l'avenir des Kanaks? Vous imaginez si la population en France, pour nous, c'est 25 000 personnes qui rentrent ont le droit de voter en Kanaki et qui vont se prononcer au nom de notre peuple, de l'avenir de notre pays. Si on prend ce taux pour le mettre dans le contexte français, c'est presque 7 millions de personnes qu'on leur donne le droit de voter ici en France. Donc est-ce que les peuples de l'endroit ils vont accepter? Nous, pour nous, non, c'est inacceptable. On parle de notre pays, on parle de l'existence de notre peuple. Il faut savoir que la Kanaki a été inscrite dans la liste des pays à décoloniser à l'ONU et que le droit des peuples à se disposer d'eux-mêmes, c'est un droit international. Et ce sont les peuples concernés qui doivent se prononcer sur leur sort, sur leur avenir. C'est pas aux autres de décider à notre place. Et donc, les accords de Nouméa, ils prévoient une autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. On en est où aujourd'hui? Aujourd'hui, on est après les 3 consultations, dont la dernière, le 12 décembre 2021, que nous considérons caduque, parce que nous avons choisi de ne pas y participer, parce qu'à l'époque, en 2021, un an après le reste du monde, le Kanaki a été frappé de plein fouet par l'épidémie du Covid. Donc la réalité insulaire, c'est que d'être une île te protège, parce que quand les grands ensembles sont touchés, tu es encore épargné jusqu'à ce que ça t'arrive. Et après, quand ça t'arrive, t'es foudroyé. Et c'est ce qui s'est passé en 2021. Et les indépendantistes et aussi le Sénat coutumier, qui est une des institutions créées par l'accord de Nouméa, mais qui préexistait sous un autre nom avec les accords de Matignon-Guineau, avait appelé aussi à ce que l'État français respecte aussi le temps du deuil kanak, parce que on a une population qui est fragile et qui, à cause de l'obésité, à cause des taux de diabète, et qui a été principalement touché par l'épidémie de Covid. Le nombre de morts en Kanaki pendant cette période en 2021 a surtout touché les Océaniens, les Kanaks, les Wallisiens, etc. Et c'est pour cette raison aussi que les politiciens ne pouvaient plus et ne voulaient pas aller en campagne, puisque littéralement les familles étaient en train d'enterrer leurs morts. L'État n'a pas voulu, il a maintenu la date. Les indépendantistes ont appelé à ne pas participer, et j'appelle l'attention aussi des téléspectateurs sur les termes, parce qu'on l'entend un peu partout, et parce que les mots ont un sens surtout. La non-participation, ça veut dire on ne seront pas au bureau de vote, et puis surtout on n'empêche pas les élections. Parce qu'en d'autres temps et dans un autre contexte, pendant les événements, lorsque les indépendantistes appelaient au boycott, c'est un boycott actif, c'est-à-dire qu'on empêche la tenue des élections. C'est le fameux coup de hache des lois Machoro sur l'urne en 1990,
84, le 18 novembre, pour symboliser l'iniquité déjà de cette volonté de noyer le peuple kanak par une réforme du corps électoral. Le coup de hache sur l'urne, le geste des lois, c'est ça. Donc c'est une façon de vous mettre en minorité. Exactement. Et donc aujourd'hui, on est, après cette troisième consultation, on est toujours dans le cadre de l'accord de Nouméa parce que l'État doit assumer sa responsabilité. C'est lui qui a foutu le feu. Quand je dis l'État, je dis l'ensemble. Hein. Je dis le président de la République, le Premier ministre, je dis aussi, comme dans ton billet d'humeur, tu dis l'Assemblée nationale et le Sénat et ses représentants. La représentation nationale au nom de la 5e République française. Parce que le Sénat l'avait voté C'est ça. juste avant. Et ce sont ces pyromanes qui ont foutu le feu. Et on le sentait, on le pressentait, on le redoutait, on le disait, on avait beau le dire, la CCAT avait beau manifester, ils ont continué et on le savait. Et on en est là. Et je sais qu'il y a eu quand même des négociations qui avaient été entamées par rapport à ce projet de loi. Ce projet de loi, a priori, je ne sais pas, je vais dire, a été voté parce que les négociations, disent-ils, n'aboutissaient pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ils disent que les négociations entre les loyalistes et les indépendantistes pour réformer le code électoral oui. N'aboutissaient pas. Non, je pense que c'était... Donc, est-ce que c'est vrai que, comme les négociations n'aboutissaient pas, le gouvernement, l'État, a voulu forcer la main. Forcer la main. Oui, et mettre la pression. Non, parce que en fait, ça fait référence à l'origine de l'accord de Nouméa et dans les discussions justement. Parce que précisément à cet endroit, la question du corps électoral glissant était déjà en débat à la fin des années 90 et au moment où les politiciens s'étaient retrouvés du pays, indépendantistes et non indépendantistes, pour réfléchir à un nouvel accord plutôt qu'un référendum couperet, pour prolonger aussi le processus de décolonisation. Et la question c'était de savoir si il rajoutait le terme de cette condition de résidence ou pas. Et lors du vote et puis de la rédaction, la dernière rédaction de l'accord de Nouméa, cette condition a été enlevée. Donc on est resté sur un corps bien défini et qui a été gelé ensuite par le vote au congrès de Versailles, exactement en 2007. Donc là ça revient parce que c'est en débat, parce qu'effectivement en 40 ans il y a eu des mouvements de population, des arrivées aussi. Il y a eu une forte immigration qui en part aussi aujourd'hui, mais il y a eu un gros boom du nickel, un deuxième à la fin des années 90, début 2000, avec l'effervescence autour des projets miniers dans le sud et dans le nord. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc en fait, cette immigration qui part aussi parce que c'est une immigration économique, parce que les Français quand ils arrivent, certains sont conscients qu'ils vont dans un autre continent, qu'ils arrivent en Océanie. Et puis il y en a qui disent non, c'est la France. Ou comme les loyalistes de chez nous qui le revendiquent avec leur propre réalité et leur histoire, mais nous on les a intégrés parce que les vieux, en 1983, ils ont ouvert le droit des Kanaks, qui est reconnu par l'ONU, aussi aux victimes de l'histoire, ceux qui ont été transportés à cause de la colonie, les colons, les bagnards, et dans les bagnards, il y a aussi bien tous ceux là ici, là, le robinet d'eau sale, là, que l'Europe ne voulait plus, que ce soit des Français, des Hollandais, des Belges, des Allemands, des ce que tu veux, que ce soit aussi les déportés politiques, les communards, Louise Michel, elle a enseigné aussi chez nous, que ce soit aussi les déportés politiques de Kabylie, du cher Al-Mokrani, ils sont là-bas aussi. Ils sont là-bas. D'ailleurs, on peut peut-être faire un rapport ou un rapprochement entre le destin de l'Algérie, qui était une colonie à partir de 1830, ouais, qui a également toujours revendiqué son indépendance, il y a toujours eu des révoltes régulières en Algérie qui ont été réprimées et qui ont réussi bien sûr un siècle après à obtenir son indépendance. Mais on voit bien que l'idée du changement
d'élection, de la façon d'élire. On a eu le même problème aussi en Algérie, puisqu'il y avait une population là, qui était beaucoup plus importante de musulmans, qui était de 9 millions, avec 1 million de colons. Mais là, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, c'est là où il y a une différence, c'est que, a priori, si j'ai bien lu, la population, on va dire, d'anciens colons ou d'enfants de colons et d'émigrés est aussi importante que celle des Kanaks. Ben ouais. Aujourd'hui, le Kanak est minorité chez lui. Et il faut pas oublier que dans le début des années 1900, on a failli disparaître de la carte des peuples du monde. On a compté 25 000 Kanaks et c'est grâce à un missionnaire français, un pasteur qui a pris conscience de l'extinction de notre peuple, parce que quand il est arrivé en Kanaki en 1902, il a été accueilli par le maire de Nouméa. Et le maire de Nouméa lui dit au pasteur Lénard, mais qu'est-ce que tu viens faire ici en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie? Le pasteur lui dit, je vais faire ma mission auprès des fidèles. Mais le maire de Nouméa à l'époque lui disait, mais c'est pas, ça sert à rien, parce que dans 10 ans, il y aura plus de Kanaks. Donc il y a vraiment une politique de remplacement qui est voulue pour éteindre les peuples autochtones. Et c'était la politique de mener dans le 16, 17e siècle, même jusqu'au 18e siècle. Et là, on voit aujourd'hui, dans le 21e siècle, que cette politique de remplacement, elle existe toujours. Elle change de forme, mais elle est toujours en action pour tenter de mettre en minorité l'ouverture du dégel du correctoral. Le dégel du correctoral, elle est dans ce sens-là. Elle a pour but de noyer nos peuples. Certains pourront dire, voilà, mais c'est la démocratie. Je parle du temps de la démocratie. Mais pour nous, le dégel du correctoral, c'est de la démocratie. Parce que si on ouvre tout le monde, comment on peut exprimer nous sur notre existence, sur notre avenir? On va laisser, on va donner la carte blanche à l'État pour faire continuer sa politique de peuplement, pour noyer ces gens-là qui vont demain, ils vont prononcer sur notre avenir. Et non. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Yabé disait tout à l'heure, c'est que moi j'ai tendance à dire dans mes interventions ou à ceux qui n'arrivent pas à comprendre, même ces députés qui aujourd'hui vivent avec cette culpabilité, parce que ce qui se passe aujourd'hui en Kanaki, c'est à leur responsabilité, comme tu disais tout à l'heure. Mais c'est rappelé aussi dans l'histoire, c'est que la Kanaki a été le déversoir du trop plein démocratique de la nation française. Donc aujourd'hui, pour réparer ces conneries dans l'histoire, c'est sa responsabilité de régler tout ça. Donc si nous aujourd'hui on demande notre indépendance, donc il doit donner une réponse claire pour nous accompagner la décolonisation du pays. Parce que nous n'avons pas demandé que la France vienne chez nous. Et comme disait Yabu tout à l'heure dans l'introduction, c'est que leur quête d'une nouvelle terre, une terre promise, c'est pour régler leurs problèmes de pénitentiaire en Guyane. C'est pour avoir une solution pour cette trop pleine démographique ici et puis les rejeter de la société en France, dans l'idée de purger la France de ces intrus, de ces individus considérés comme des inhumains. Et là aujourd'hui, voilà, nous sommes en train de subir justement. Donc c'est pour ça que nous demandons aussi à l'État français que elle a sa responsabilité dans cette décolonisation. Les accords de Nouméa, il ne faut pas oublier que c'est l'accord de Nouméa, c'est un accord de décolonisation. Et l'État doit nous accompagner dans ce processus de décolonisation. Et aujourd'hui, on constate que la France n'a pas réussi à nous décoloniser. En fait, la France ne
connaît pas et ne sait pas décoloniser un pays. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure des codes des droits de l'homme. Aujourd'hui, la particularité de notre pays, dans le Pacifique, qui est inscrit dans les listes des pays à décoloniser. Parce qu'aujourd'hui, on interpelle aussi l'ONU de manière à dire que là, la France ne sait pas décoloniser. Donc, il faut aider la France à décoloniser la Kanaki. Et je pense que c'est un message qu'il faut donner. Et vous parlez tout à l'heure de l'Algérie, hein, dans les années 80 où on cherchait justement un moyen pour inscrire la Kanaki dans les pays, dans la liste des pays à décoloniser. C'est l'Algérie, hein, à travers l'histoire de Kanaki et l'Algérie, de Sébu avant Jean-Marie Chibou. C'est l'Algérie qui a porté le dossier pour que la Kanaki soit inscrite dans les pays à décoloniser. Et alors, hommage à tous nos frères qui nous soutiennent aussi d'Algérie, des associations ici en France d'Algérie qu'on continue à entretenir ce lien, parce que voilà, c'est les gens qui ont été aussi déportés de leur terre, déracinés pour des raisons politiques, parce que c'est un peu comme nos prisonniers politiques qui ont aussi à un moment donné osé écrire la revendication de leur liberté et de l'endroit. Et Et pour en revenir un peu à la situation des sept indépendantistes incarcérés en France là depuis plusieurs mois, on en est où? Est-ce que vous avez des nouvelles? Ils vont bien? Comment cela se passe-t-il? Alors, il y a actuellement parmi les 7 prisonniers politiques déportés, 2 personnes qui sont sorties de prison, mais qui sont en assignation à résidence sous surveillance électronique, donc avec les bracelets. En France? Oui, en France. Donc, ce sont... Donc ils n'ont pas le droit de retourner non, en Kanaki, Non. Nouvelle-Calédonie. non. Pas jusqu'au dénouement de leurs procédures respectives. Donc, ce sont mesdames Brenda Wanabo-Ipeze et Frédéric Mouliava. Et par contre, les 5 qui restent détenus, 5 hommes, un militant, c'est le leader porte-parole de la CCAT qui est devenu le président du Front de Libération Nationale Kanaki Socialiste au dernier congrès, monsieur Christian Bichoutéa. Il y a aussi monsieur Dimitri Kounegueye, qui lui est à Villefranche-sur-Saône. Le vieux Bichou, lui, il est à Lutherbach, à côté de Mulhouse. Il y a Guillaume Vama. Monsieur Guillaume Vama, lui, il est à Bourges, il est enfermé à Bourges. Monsieur Steve Walaïouna, qui est enfermé, lui, à la prison de Blois. Voilà. Et enfin, monsieur Yewa Waetheane, qui, lui, est enfermé à la prison de Nevers. Et à la suite des prisonniers politiques, durant cette période qui continue aussi, il y a eu d'autres déportations de prisonniers de l'ancien bagne qu'au pays on appelle le camp Est. Et à l'heure d'aujourd'hui, parmi ces prisonniers qui ont aussi pour certains été attrapés sur les barricades après le 13 mai, et d'autres personnes qui purgeaient déjà leur peine et qui ont été transférées malgré tout, parce que c'est le terme administratif, mais non on dit déportation, et qui étaient déjà des prisonniers de droit commun et qui pour certains ont été déportés sans leur consentement. Aujourd'hui, avec eux, on en est à un peu plus de 67-70 et la liste continue de s'allonger. Donc en fait, aujourd'hui, il y a cette personnalité militants engagés politiques et prisonniers politiques, plus d'autres aussi qui sont des prisonniers politiques pour nous parce qu'ils ont été attrapés sur les barricades ou pour des raisons de révolte liées à la crise insurrectionnelle et à la révolte sociale. Et puis il y a aussi ces prisonniers de droit commun, et comme je le disais, certains qui ont été transférés sans leur consentement. Et aujourd'hui, on en est à un peu plus de 60 voire 70 personnes pour l'instant. Très bien. Concernant aussi les prisonniers, il faut rappeler, parce que elle n'est pas beaucoup médiatisée aujourd'hui, que nos 7 prisonniers politiques sont depuis lundi dernier auditionnés
par le juge d'instruction de Nouméa qui a fait le voyage jusqu'ici. Et les auditions se passent actuellement à Lyon. Donc la dernière qui s'est passée, c'était vendredi avec Brenda. Et demain, ça sera le tour de justement de Frédéric Moulawa qui va être auditionné. Et jeudi, ce sera le président de FNKS, Bichoutéen, qui va être leader responsable de la CAT. Donc voilà, ils vont être reauditionnés par le juge d'instruction. Et je sais pas si Yabi l'a rappelé tout à l'heure, mais c'est important de souligner que nos prisonniers aujourd'hui déportés ici en France sont en détention provisoire. Donc en attendant leur procès. Donc on ne sait pas quand ils vont être jugés. Donc nous on s'inscrit dans un temps long. On sait tous comment l'État agit. Hein. On voit avec les prisonniers de Basque qui ont été déportés, qui sont depuis 40 ans ici interdits de séjour dans leur pays. On pense aussi aux prisonniers de Corse qui vivent aussi la même chose, qui ont été déportés de chez eux, enfermés ici en France, et certains qui sont en attente de leur procès. Et ça fait 10-15 ans qui attendent et qui ont toujours. Donc nous aussi, on est aussi on essaie d'être attentif et de voir aussi comment la politique coloniale aujourd'hui menée par le gouvernement français aujourd'hui qui tente à vouloir déshumaniser notre lutte c'est-à-dire à travers ces déportations. Décriminaliser peut-être aussi. C'est ce qui aujourd'hui ils ne cachent plus dans leur discours, dans leurs propos. On voit dans les chefs d'accusation aussi qui ont été mis contre nos prisonniers. C'est un peu ça. Ouais. Et même dans leur communication complètement à charge, le commissaire et le procureur de la République sont partiaux. Ils les traitent de terroristes, comme ils ont traité les militants de terroristes dans les années 80, comme l'État français traitait le FLNKS de terroristes. Les postures aussi, puisque ils les ont déportés après le délai légal de la garde à vue, mais ils ont refusé de dépayser aussi le dossier, puisque ça a été aussi une demande des avocats qui va être pour le coup de nouveau amené devant la cour de cassation, puisque même en recours ils ont refusé que le dossier soit dépaysé. Parce que d'un côté, les magistrats du siège demandaient à ce qu'il soit dépaysé parce qu'ils recevaient trop de pression de la part des politiciens locaux, notamment de droite, loyalistes. Mais de l'autre, le procureur refuse, le commissaire valide. Et pourtant, ils veulent continuer à les juger de la sorte. Donc, ils ont envoyé les juges d'instruction ici pour les entendre et continuer la procédure à distance. Donc là, on voit bien aussi l'iniquité du système judiciaire et aussi, et bien quelque part, le contresens de leur déclaration. Alors, comme on le sait tous, un nouveau gouvernement a été nommé. Oui. Vous savez que donc il y a un ministre de l'Outre-mer qui s'appelle Monsieur Buffet, je crois. Oui. Hein. Et qu'attendez-vous, que pouvez-vous demander à Monsieur Buffet pour que cette situation puisse se régler du mieux possible? Puisque c'est lui qui va s'emparer de ce dossier, je pense. Oui. En lien avec Matignon. Oui. Plus avec le ministère de l'Intérieur. C'est ça. Donc, c'est peut-être un signe que la situation est très, très, très tendue. Ben oui, et au moins c'est un signal de l'État. Et puis nommé Buffet, qui est un homme politique de droite, mais qui connaît au moins le sujet. Mais je veux dire, la revendication elle est claire, hein, elle est posée aussi par nos représentants, hein. Et en premier lieu, parce que certains l'ont vu aussi, hein, c'est le retrait
pur et simple déjà du projet de loi constitutionnelle. D'abord. Ensuite, on verra. Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, les termes utilisés par le gouvernement étaient de suspendre. Je parle le fait que le dossier a été suspendu. Donc suspendu, ça veut dire beaucoup de choses. Donc ça veut dire que Il reste encore sur la table. Voilà, sur la table. Donc elle est pas. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, ce que défend notre député et notre sénateur, c'est un peu dans le sens de voir aussi dans une discussion au niveau de la mandature du chef d'État de retirer définitivement le dossier, parce que faut pas oublier que c'est ce dossier-là qui a mis le fait en Kanaki. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on est le MKF, je tiens à rappeler pour les auditeurs, c'est le MKF est un mouvement de jeunes Kanaks ici en France. Nous sommes pas habilités par nos partis politiques au pays ou par le Front et le FNKS à parler à leur nom, mais nous on essaie aussi ici en tant que enfants du pays et Kanak de dire aussi réclamer nos droits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on demande à tous nos responsables aujourd'hui au niveau, qu'ils soient des sénateurs, députés, soit aujourd'hui ceux qui sont dans les parlements de voir la question de la Kanaki et d'écouter la voix aussi de la Kanaki quand le peuple autochtone demande le retrait de dossier, parce que c'est aussi la question de sa survie en tant que peuple parmi la mosaïque des peuples du monde. Donc s'il vous plaît, écoutez le cri et arrêtez de rajouter de l'huile dans le feu et puis de nous ignorer, parce qu'aujourd'hui ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'État aujourd'hui elle est dans le déni. Macron il est complètement dans le déni aujourd'hui. Il ne sait pas écouter. Il sait que de parler, dire ses volontés, sa politique, mais il ne sait pas écouter le peuple. Donc il faut qu'aujourd'hui voilà, qu'ils prennent conscience. C'est vrai que le message a du mal à se passer, mais c'est aussi un appel aujourd'hui que nous on lance aussi au niveau de MKF, qu'on interpelle nos partis politiques de gauche qui sont aujourd'hui ici en France, de tout bord, de gauche modérée jusqu'au de gauche extrémiste, de se prononcer aussi sur la question de la décolonisation. Aujourd'hui, on demande aussi pose la question, quel est leur positionnement politique sur la question de la décolonisation, qui aujourd'hui, la décolonisation est un tabou on ne parle pas assez de la question de la décolonisation. Il faut savoir qu'il y a encore des pays qui sont encore sous domination coloniale française. Et on ne parle pas assez. Et aucun programme de quel politique. Pays vous voulez parler? Je parle de Maori, je parle de la Kanaki, je parle de Guyane, je parle de la Réunion. Il y a tous ces peuples. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je disais, c'est que, je sais pas si Yabé qui nous rappelait la dernière fois ce qu'il disait de Gaulle, c'est que de Gaulle disait la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Voilà. Je pense que c'est ce qui se joue aussi en Nouvelle-Calédonie. Exactement. Les intérêts de la France dans le Pacifique. Avec le réchauffé du président actuel, parce que De Gaulle à l'époque, dans son discours à Nouméa, parlait de la France australe. Et quand le président Macron est venu en 2018, etc., il n'a fait que singer et changer quelques mots du discours de De Gaulle à la lumière de son vocabulaire d'aujourd'hui. Donc la France australe est devenue l'Indo-Pacifique, que certains chez nous appellent l'Indo-Pacifique, en écho à la France-Afrique. Et effectivement, le centre d'affrontement des grands empires aujourd'hui s'est déplacé en Océanie. Et il a glissé pendant ces années-là, fin des années 90, début 2000, pour arriver chez nous. On le savait, et là c'est arrivé. Donc lorsque vous avez un président comme Joe Biden qui convoque les chefs d'État insulaires, et aussi le président du gouvernement qui venait d'être élu, Louis Mapou, indépendantiste, qui est toujours le président du gouvernement actuel. Idem pour le président du gouvernement polynésien, sans
le représentant, donc ni l'ambassadeur français aux États-Unis, aux States. Ça avait qu'une seule raison. C'était rappeler au chef d'État insulaire en Océanie que l'Océanie est le jardin, c'est l'arrière-cour des États-Unis, son backyard. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, pour défendre tout cet arc-là, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, lorsqu'ils sont entrés en guerre après Pearl Harbor, ils ont installé leur base en Océanie. Les infrastructures qu'on connaît aujourd'hui, le grand aéroport international à Tontuta par lesquels on arrive du reste du monde, il a été fait par les Américains. Les routes. Les infrastructures ont été plus développées pendant l'occupation américaine, pendant la Seconde Guerre mondiale, que pendant toutes ces années du régime de l'indigénat et de la mise en place de la colonie française. Donc, dans notre histoire, c'est ça aussi la vision des vieux avec les Américains. Mais les Américains, quand ils ont convoqué tout le monde, c'était de dire, souvenez-vous qui est votre grand frère. Et votre grand frère, c'est G.I. Joe. Aïe, aïe, aïe. L'histoire n'est pas terminée, donc, si je comprends bien. Exactement. Donc, il faut essayer de ne pas passer d'une influence à une autre. Oui, et c'est vrai que quand on entend le discours des loyalistes en disant attention, c'est la Chine ou qui reprennent, etc., t'as juste à prendre, tu enlèves la Chine, tu mets France, c'est exactement la même chose. Ils veulent pas vous lâcher, la Chine veut pas vous lâcher, la Chine veut votre nickel. Tu dis frère, enlève la Chine, mais la France est là, c'est comment? C'est toujours le cas. Donc, faut arrêter. Ton cerveau, il est pollué. Décolonise-toi, décolonisons-nous ensemble, ce que disait le président. Et c'est exactement ça l'enjeu, parce que décoloniser la France, c'est décoloniser la Kanaki. Et décoloniser la Kanaki, c'est décoloniser le monde, c'est participer à la décolonisation du monde. Tout à fait. Et au droit de peuple de se déterminer par eux-mêmes. C'est ça, de disposer d'eux-mêmes. De disposer d'eux-mêmes, tout à fait. Eh bien, je vous remercie, Daniel Weah, le président du mouvement Kanak en France, et Monsieur Yabé Lapachas, le secrétaire du mouvement Kanak en France, d'être venu nous parler de la situation en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Merci à vous. Peut-être avant de terminer, je veux adresser un petit message à tous les militants nos jeunes ici en France qui relaient le travail. On a eu notre assemblée générale hier toute la journée. On a terminé hier à 23h. Voilà, c'est un petit message adressé à tous nos jeunes, nos familles ici en France. On a merci pour le travail qui est porté ici dans chaque ville. Merci de ce travail de rendre visible la revendication de notre peuple pour son combat pour la reconnaissance de sa dignité et de son droit aussi à la liberté, son indépendance. Donc merci à vous. C'est vrai que le travail est lourd et pesant, mais aussi très difficile. Là, je vous encourage à être solidaire, à travailler, à maintenir le travail dans un temps long, parce qu'aujourd'hui on sait que les conditions de nos prisonniers ici qui sont en détention ici en France, il va s'inscrire dans un temps long. Donc c'est à nous de redoubler nos forces et d'imaginer des moyens pour pouvoir maintenir cette énergie au sein de nos villes pour que le travail de solidarité soit porté avec efficacité et beaucoup de courage aussi pour vous pour pouvoir porter le travail. Et en même temps, voilà, faites attention à vous, faites attention à nos jeunes, faites attention à ne pas vous exposer à répondre à chaque provocation. Et comme disait alors Machibaou et le Machoro, notre lutte est une lutte digne, est un droit, est un combat qui est digne parce que c'est un combat juste, c'est une lutte juste pour la cause pour l'indépendance de notre pays. Donc ça suffit, il y a eu assez de morts. L'État continue toujours à nous tuer, à tirer sur nos jeunes. Il y a eu encore il y a 2 jours qui ont été assassinés par balle. Donc essayez de vous protéger, de ne pas vous exposer, de ne pas répondre à la violence. Voilà, on l'a dit, bon courage à nos responsables et bon courage aux membres du bureau aussi qui vont porter le travail encore 1 an et des mois à venir pour
pour faire continuer à sensibiliser, à conscientiser l'opinion nationale et internationale sur le sujet de la Kanaki. Oleti. Très bien, ben merci. Merci encore. Et vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Merci. Merci. Oleti.